Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons d'un atelier sur le droit disciplinaire en milieu carcéral qui s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Il réunit responsables pénitentiaires, magistrats, juristes spécialisés et acteurs des droits humains. Une initiative de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté pour renforcer la compréhension et l'application des règles disciplinaires en prison. Vous suivrez l'intervention de Madiaou Diaw, observateur national des lieux de privation de liberté dans cette édition. Et puis en prélude à la célébration de la Journée internationale de la pêche, la Fédération internationale des ouvriers du transport organise un symposium régional Afrique de l'Ouest. Objectif, analyser l'exploitation des ressources et proposer des solutions contre la pêche non réglementée et non déclarée. Vous suivrez une conversation téléphonique dans le développement. Politique mémorielle à l'issue du Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la création de la Maison des Archives, de la Bibliothèque nationale et des musées nationaux, une orientation saluée par l'archiviste Adama Alepam qui parle d'une nécessité urgente pour le pays. Vous entendrez ses propos dans le journal. Et puis tendance piercing, le reportage du jour, le piercing sur la langue, le nombril ou les sourcils séduit de plus en plus de jeunes filles comme de jeunes garçons, une tendance qui soulève toutefois des interrogations sur le rôle des parents dans l'encadrement et la transmission des valeurs. Un reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant, restez avec nous. De nous rester fidèles, je vous l'annonçais en titre, un atelier consacré aux droits disciplinaires s'est ouvert ce jeudi à Dakar, réunissant à la fois des responsables pénitentiaires, des magistrats, des juristes spécialisés et des organisations engagées dans la défense des droits humains. La rencontre à l'initiative de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté qui vise à renforcer la compréhension et l'application des règles disciplinaires au sein des établissements pénitentiaires. Voici Madiaou Diaw, observateur national des lieux de privation de liberté au micro de Mansour Diassé. Les acteurs également, principalement, qui interviennent sur la chaîne. On parle des juges d'application des peines, comme vous le savez, ce sont ces magistrats-là qui sont en permanemment en connexion avec les établissements pénitentiaires pour s'assurer des conditions des condamnés et autres. Ce sont également et naturellement ceux-là qui sont chargés de leur garde, le directeur de l'établissement pénitentiaire et ses surveillants. Donc tout ce beau monde-là, la défense également n'est pas oubliée, les avocats, la société civile également, qui doit être informée de ce qui se passe à ce niveau-là et qui a besoin de renforcement de capacité. Donc ensemble, dans une synergie, nous avons décidé de nous retrouver après le constat des uns et des autres que nous allons partager, essayer de voir au mieux comment faire pour faire avancer ce cadre déjà normatif de notre législation qui sur ce point pêche et ensemble voir comment faire pour l'améliorer. Les participants ont passé. La tâche semble ardue, mais elle est à hauteur d'homme. Elle est à hauteur d'homme. Les conditions de vie, certes, sont difficiles, mais vous trouverez toujours auprès de ces agents, 24 heures sur 24, de bonnes dispositions pour rendre plus vivables ces lieux. L'Observatoire national également, comme œil extérieur, veille sur cela. Et en bonne synergie également, nous sommes en interaction régulière avec les directeurs de l'administration pénitentiaire, mais également avec les différents directeurs des établissements pénitentiaires. Et puis, en prélude de la Journée internationale de la pêche, la Fédération internationale des ouvriers du transport organise un symposium régional Afrique de l'Ouest ce jeudi 20 novembre. Le thème retenu pour cette activité est Ensemble pour lutter contre la pêche non réglementée et non déclarée, dont l'objectif est de faire des diagnostics sur l'exploitation des ressources tout au long de l'année et enfin trouver des solutions pour la pêche de façon globale. Des propos recueillis par Ndella Ndiaye Viendiaye. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la pêche,
la Fédération internationale des ouvriers du transport a décidé d'organiser un symposium sur un fléau mondial. C'est la pêche INN, la pêche illicite, non déclarée, non réglementée, surtout avec la raréfaction des ressources halieutiques. Ce que nous attendons de ce symposium, c'est des échanges d'idées très clairs, c'est des stratégies pertinentes que nous voulons adopter et c'est aussi une volonté commune d'aller ensemble avec les autorités, avec les associations, avec les organisations non gouvernementales pour lutter efficacement contre la pêche INN. Mais aussi c'est l'occasion de rendre un hommage à travers ce symposium-là, un hommage largement mérité à ceux et celles qui exercent ce métier très dangereux et aussi qui apportent beaucoup à nos économies en termes de rentrée d'argent, en termes de devises, mais aussi qui est un secteur pourvoyeur d'emplois. C'est un métier aussi mal rémunéré. Donc nous voulons ensemble, tout ce que je viens de vous citer, nous voulons ensemble bâtir des alliances solides pour d'abord protéger les ressources halieutiques, élargir et renforcer le travail décent, renforcer le dialogue social et ensemble pour que cette pêche-là profite à nos économies, profite à nos communautés. Parlons économie. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a publié le rapport d'exécution budgétaire à fin septembre 2025. Il révèle des résultats contrastés. Si les recettes fiscales affichent une progression notable et dépassent déjà 72% des objectifs annuels, les investissements publics tournent au ralenti avec un niveau d'exécution bien inférieur à celui de 2024. L'économiste Dr Cheikh Dafé salue la vision et le travail des nouvelles autorités tout en émettant quelques réserves. Il est joint au téléphone par Abdoulaye Dieye. Sans savoir qu'est-ce qui justifie l'augmentation des recettes fiscales qui évolue à 2900, presque 3000 milliards. Donc, cette année, en 2025, contrairement à la même période en 2024, maintenant une hausse de 7,4% par rapport à... Maintenant, cette augmentation, donc d'abord, il faut tout d'abord féliciter le gouvernement pour la publication, parce que c'est une tradition, parce que déjà ce document est capital et stratégique. Donc, il répond à plusieurs préoccupations, déjà dans une logique de transparence dans la gestion, dans le code de transparence dans la gestion des finances publiques. Également, c'est un document pour montrer où en sommes-nous, comment les finances en termes de recettes et dépenses sont exécutées au cours de l'année suivant les trimestres. Donc, c'est publié chaque trimestre dans l'année. Ce document permet de montrer en tout cas la performance ou la contre-performance en termes d'objectifs qui compare les prévisions annuelles en termes de recettes, dépenses, également ce qu'on a en réalité sur le terrain d'après au courant de l'exercice annuel. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il peut voir Donc, il faut comprendre que ça intervient dans un contexte où l'État est dans une posture, dans un cycle d'endettement qui mène des tensions en interne, et la note du Sénégal pratiquement avec tous les agents de notation qui se dégradent. Donc, pour lever des fonds, en tout cas sur le marché international extérieur, devient de plus en plus difficile, d'autant plus que la note se dégrade. Le risque pays est élevé, donc les taux, que ce soit les obligations sénégalaises, la dette souveraine, donc tout cela, ça devrait, les conditions d'acquisition pour, en tout cas, de se durcissent. Donc, quel est l'autre modèle? C'est la mobilisation de ressources endogènes. Et depuis, le régime actuel a compris cela, raison pour laquelle il a appliqué, en tout cas mis en vigueur un brand machine pour mobiliser le maximum de possible des ressources endogènes à travers les impôts. Donc, on sait que l'État, ce sont les recettes fiscales
qui font le budget de l'État en réalité. Et puis au marché de Ouakam, la rareté de plusieurs légumes entraîne une hausse marquée des prix entre difficultés d'approvisionnement et coûts de transport en hausse. Commerçants et clients font face à une situation tendue qui pèse lourd sur le panier des ménages. Reportage à suivre. Au marché de Ouakam, la tension se lit sur les étals comme sur les visages. Depuis plusieurs jours, les légumes s'envolent, portés par une rareté de plus en plus marquée. Tomates, oignons, pommes de terre, tous les produits connaissent une hausse qui pèse lourd sur le quotidien des ménages. Les choses ont beaucoup évolué parce qu'auparavant, en période hivernale, on pouvait acheter le kilogramme de pommes de terre à 300, 350, mais maintenant on l'achète à 700, voire même 750 ou plus. Donc les choses sont difficiles pour nous les vendeurs parce que tu peux écouler ta marchandise et ne pas avoir la bénéfice que tu pensais avoir. Et même pour vendre le lendemain, ça sera un peu compliqué. À mon changement. Les commerçants évoquent des difficultés d'approvisionnement liées notamment au manque de stock chez les grossistes et au coût du transport. Résultat, des légumes achetés plus chers et forcément revendus plus chers. Actuellement, les légumes sont vraiment chers pour nous les revendeurs, donc c'est un peu compliqué à notre niveau. Les choses restent toujours en statu quo. Il n'y a pas de changement ni une quelconque évolution. Les choses sont restées les mêmes. Pour de nombreux clients, la visite au marché devient un exercice de calcul permanent. Certains réduisent les quantités, d'autres modifient complètement leur menu pour s'adapter à la flambée des prix. Et les choses risquent d'être plus compliquées au niveau des hommes parce qu'ils pensent que lorsqu'ils nous donnent la dépense quotidienne, on la réduit. Nous sommes très compréhensifs parce qu'on sait qu'actuellement, il y a beaucoup de chômage, les choses n'en vont plus. Que nous, les femmes, on est obligés même d'augmenter la dépense quotidienne pour s'en sortir. À Ouakam, comme ailleurs, l'augmentation du coût des denrées de base rappelle la fragilité du pouvoir d'achat et l'importance d'un approvisionnement régulier. Une situation qui pourrait durer si les stocks ne se stabilisent pas. Lors du Conseil des ministres, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la constitution de la Maison des Archives de la Bibliothèque nationale et des musées nationaux. Adama Alipam, responsable des archives de la bibliothèque et de la gestion des dossiers à l'UNESCO à Paris, un ancien des archives nationales, se réjouit de cette politique mémorielle amorcée par les nouvelles autorités. Selon lui, c'est d'ailleurs une nécessité, voire une urgence. Il est joint au téléphone par Mansour Diassé. Plongeant ses racines dans son histoire, dans son patrimoine, et en faisant dialoguer les morts et les vivants. Et de ce point de vue-là, la création des institutions de patrimoine au Sénégal est plus qu'une nécessité, c'est même une urgence. Et c'est heureux que les nouvelles autorités aient placé dans leur agenda la création de la Maison des Archives nationales et des musées au centre de leurs priorités. Alors, moi, je crois que ça va se réaliser. Maintenant, il appartient aux professionnels, aux techniciens de déterminer la feuille de route, d'avoir un plan clair pour les autorités. Par exemple, un programme décennal, dire qu'un programme 2025-2035, voilà où nous en sommes aujourd'hui, voilà où nous allons, et se mettre en route. Je crois qu'on est en bonne route. Je pense qu'on est en train de dépoussiérer un certain nombre de choses. À l'exemple de la question de Thiaroye 44, mais ça ne se limite pas qu'à Thiaroye 44. Il y a toute une volonté politique et je pense que le Sénégal est aujourd'hui dans la politique gouvernementale. C'est une question
qui est placé. Je pense que le premier conseil des ministres, le tout premier, le suivant, et je pense que c'est la 4e ou la 5e fois que cette question est sur le pipeline, comme on dit. Donc, je crois que voilà. Et on a l'expertise nationale. Je vous garantis que le Sénégal n'a pas besoin de faire appel à l'extérieur pour dérouler ce programme-là. Reportage du jour, tendance du piercing. Le piercing sur la langue, le nombril et sur les sourcils est devenu ces derniers temps une mode largement adoptée par les jeunes filles et garçons. Cette tendance soulève aussi des interrogations, notamment sur le rôle et la responsabilité des parents, souvent pointés du doigt pour leur manque d'encadrement et de transmission des valeurs. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. De nos jours, le piercing est devenu une véritable tendance chez les jeunes. Les hommes se percent souvent les oreilles, tandis que les jeunes filles optent pour des piercings plus variés, comme la langue ou le nombril. Parfois, certaines vont encore plus loin en se perçant au niveau des parties intimes. Pour cette jeune fille qui s'est percé le nez, elle confie qu'elle l'a fait pour se sentir belle. Moi, je me suis percé le nez parce que pour moi, c'est un feeling, c'est pour rehausser ma beauté et mon style. Avant même de le faire, j'ai demandé la permission à mes parents qui me l'ont accordé. Cependant, cette mode soulève aussi des questions sur la responsabilité des parents. Selon l'un de nos intervenants, ces derniers n'auraient plus assez de temps pour transmettre des valeurs à leurs enfants, souvent préoccupés par des futilités. Il y a certaines de ces choses, je pense que c'est un manque d'éducation. Laisser ton fils ou ta fille percer son nez, et c'est pas en phase avec notre tradition. Je pense que les parents doivent veiller sur leurs enfants et leur apprendre la culture. C'est mieux de laisser leur faire tout ce qu'ils veulent et c'est pas du tout bon pour eux. Quant à la religion, un imam nous précise que le piercing n'est pas interdit en l'islam, sauf lorsqu'il est nuisible pour la personne qui le porte. Le nouveau phénomène que l'on remarque, c'est les jeunes, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, percer le nez. C'est pas interdit par l'islam si c'est en rapport avec la culture et c'est pas nuisible pour la santé. Le piercing entre tendance et modernisation est donc une pratique très répandue, particulièrement chez les jeunes qui cherchent à être sublimes et à affirmer leur style. Merci Amsatou Gano. Défense de l'environnement avec l'aide de Natural Justice. Un réseau national des défenseurs de l'environnement a été lancé le 19 novembre 2025. L'initiative, qui regroupe diverses organisations citoyennes, vise à mutualiser les efforts pour une meilleure protection de la nature face aux abus et aux impacts environnementaux liés notamment aux industries extractives et à la construction des routes. Écoutons les explications d'Amadou Ba, le président du réseau national des défenseurs de l'environnement. L'objectif était de réfléchir sur le processus de mise en place d'un réseau national des défenseurs de l'environnement pour au moins penser à faire une protection vis-à-vis de l'environnement. Parce que là, on a constaté qu'il y avait des abus dans notre environnement. Sur ce, on avait décidé d'organiser une assemblée générale pour mettre sur pied ce réseau national. Les actions que nous comptons mener à travers ce réseau, d'abord, dans un premier temps, il faudrait qu'il y ait la capacitation de l'ensemble des acteurs dans le cadre de la protection environnementale. Mener également des actions de protection des lanceurs d'alerte, mais mener des campagnes de sensibilisation dans le cadre de la protection et des impacts environnementaux à l'échelle nationale. Parce que le constat est réel. Là, on a constaté qu'en dehors de ces dérèglements climatiques, on constate des abus au niveau de notre environnement, surtout dans le cadre des industries extractives, dans le cadre de la construction des routes et autres, on constate des impacts environnementaux. Et là, il faudrait par exemple qu'il y ait des gens qui sont à côté des communautés pour pouvoir vraiment élever la voix et les protéger par rapport à ces impacts environnementaux. Parlons d'actualité hors de nos frontières. Débutons par le Nigeria. Le séparatiste Biafré
Namdi Kanu est condamné pour terrorisme. Et puis en France, Emmanuel Macron entame une tournée de 5 jours sur le continent africain. Guerre en Ukraine, Washington propose un plan de paix prévoyant la cession de territoire à la Russie. Enfin, aux États-Unis, Donald Trump annonce qu'il a signé la loi pour rendre public le dossier Epstein. Les explications avec Aïssa Touba. Et pour l'actualité hors de nos frontières de ce jeudi 20 novembre 2025, le leader séparatiste Biafra Nnamdi Kanu a été reconnu coupable de terrorisme par la justice ce 20 novembre 2025 après 10 ans de procédure. Il est clair que le défendeur a commis des actes préparatoires au terrorisme, a déclaré le juge James Omotosho. Nnamdi Kanu et son groupe, l'organisation du peuple indigène du Biafra, interdite par les autorités, milite pour l'indépendance du sud-est du Nigeria, un sujet sensible dans un pays marqué par une guerre civile sanglante de 1967 à 1970 liée à une tentative de sécession de cette région. Et si le point d'orgue de son voyage sera le sommet du G20 à Johannesburg les 22 et 23 novembre, le président français Emmanuel Macron entend plus largement profiter de ce déplacement pour renouveler la relation entre la France et l'Afrique dans la logique d'un partenariat plus équilibré. Attendu dès ce jeudi 20 novembre à Maurice, il se rendra ensuite en Afrique du Sud, au Gabon et en Angola. Ensuite, l'Ukraine a reçu une nouvelle proposition de paix de la part des États-Unis, a déclaré mardi 19 novembre un responsable ukrainien. Mais à la surprise de Kiev, ce plan reprend de nombreuses demandes formulées jusqu'ici par Moscou, notamment que Kiev cède les territoires actuellement sous contrôle totalement au partiel de la Russie et réduise son armée de plus de moitié. Enfin, aux États-Unis, après s'y être opposé pendant des mois, Donald Trump a annoncé avoir signé la loi pour rendre public le dossier Epstein dans une publication sur sa plateforme Truth Social mercredi 19 novembre. Je viens juste de signer la loi pour rendre public le dossier Epstein, a écrit le président américain dans un long message où il accuse les démocrates d'avoir caché la vérité à propos du riche financier mort en prison en 2019 avant son procès pour crime sexuel. Merci beaucoup Aïssa Touba. C'est cet élément d'ailleurs qui met fin à cette principale édition du soir. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Global Télévision. Retrouvez tout à l'heure votre émission préférée Ndenkane avec Abdoulaye Faye. Bonsoir.